Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Minute Pape, c'est de la com ou rien que de la com? C'est la question. Comment analyser la manière de communiquer de Pape Ndiaye et son action en tant que ministre de l'Éducation depuis mai dernier? Eh bien, c'est notre question du jour. On en parle dans un instant. Ce n'est pas étonnant. Les jeunes souffrent aujourd'hui de plus en plus d'éco-anxiété, autrement dit d'écologie-anxiété. C'est en tout cas une dernière enquête de CARE qui le dit. Un des psychiatres qui a participé à cette enquête sera avec nous pour en parler. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Vous découvrirez ceux de Nicolas Waldorf. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref avec Michael Dos Santos. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. On commence avec une info de nos confrères de Marianne. Pape Ndiaye va transmettre une circulaire sur la laïcité à tous les chefs d'établissement. Oui, l'objectif de cette circulaire, mieux les accompagner dans la gestion des incidents liés à ces questions de laïcité. Elle devrait comprendre les méthodes d'accompagnement des personnels de direction sur le dialogue, les sanctions et l'accompagnement des personnels. Cette circulaire vient compléter le courrier envoyé le 16 septembre dernier sur les vêtements religieux comme le camis ou les abayas qui n'avaient pas été jugés assez clairs d'après certains syndicats. Dans les prochains mois, le gouvernement devrait également intensifier sa communication sur la laïcité. Après Rouen, des écoles d'autres villes françaises sont privées de chauffage. Mais alors là, ici, il ne s'agit pas de questions d'économie d'énergie. Oui, c'est à Lyon. À Lyon, une grève des chauffagistes qui réclame une hausse des salaires a impacté une vingtaine de crèches et une quinzaine de groupes scolaires. Résultat, le thermomètre n'a pas dépassé les 10 degrés dans certains établissements. Pour éviter qu'ils ne tombent malades, certains parents ont donc décidé de retirer leurs enfants de l'école. D'autres les ont habillés avec des tenues de ski. Ou encore, certains parents ont ramené des chauffages d'appoint insuffisants parfois, disent certains enseignants qui racontent avoir vu des élèves avec des lèvres violettes à cause du froid. Et ce n'est pas qu'à Lyon que c'est arrivé, puisqu'à Mont-Solémine en Saône-et-Loire, une école a également été privée de chauffage à cause d'un bug informatique. Mais depuis, le problème a été réglé, le chauffage a été remis manuellement. Avec les lèvres violettes, donc. Les lèvres violettes, oui, c'est quand même assez dingue. On poursuit aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle. 7 lycées professionnels vont fermer leurs portes à Paris à la rentrée. Oui, l'info a été communiquée hier par la région Île-de-France et le rectorat. Les élèves de 7 lycées professionnels vont devoir poursuivre leurs études dans d'autres établissements dès septembre prochain. La région, présidée par Valérie Pécresse, évoque la baisse de nombre d'élèves dans la capitale, l'augmentation à l'inverse des élèves en banlieue, mais aussi la vétusté des locaux pour justifier cette décision. Un choix qui a provoqué en tout cas la colère des parents d'élèves, du personnel enseignant et des syndicats qui considèrent tout simplement que c'est encore une fois des économies budgétaires et encore une fois un manque de considération vis-à-vis de cette filière professionnelle. D'autres lycées professionnels, 2 en l'occurrence, devraient également fermer leurs portes, mais c'est en 2024, septembre 2024. Donc ça fait 9 au total. Eh bien, nous parlerons évidemment de tout cela au cours d'une question du jour lors d'une prochaine émission. On termine avec des professeurs d'un lycée de Roubaix qui font valoir leur droit de retrait à cause d'un cas de tuberculose. Oui, suite à une campagne de dépistage, 2 enseignants et 5 élèves du lycée professionnel Louis Loucheur ont été testés positifs à la tuberculose. C'est une maladie assez rare, moins de 5000 cas par an, qui s'attaque principalement aux poumons. Alors, suite à cette découverte, les professeurs ont exercé mardi leur droit de retrait et ont exigé que le personnel et les élèves soient tous testés. À l'heure actuelle, aucun des contaminés n'est malade. Seul le premier cas détecté est encore contagieux et un médecin est attendu ce mercredi dans le lycée pour donner plus d'explications concernant ces contagions. Merci Mickaël. Allez, c'est l'heure de la question du jour. Il y sera question de la communication de l'action de Pape Ndiaye depuis qu'il est ministre de l'Éducation. C'est tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Paul Devin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes syndicaliste FSU, président de l'Institut de recherche de la FSU et vous tenez également un blog sur le site de Mediapart. Et quel site, ce n'est pas rien. Merci d'être avec nous. Également à Claude Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent sur le plateau du Grand JT. Vous êtes professeur honoraire d'histoire de l'éducation spécialisé dans les politiques scolaires. Alors commençons par le dernier coup de communication du ministre Pape Ndiaye, cette fameuse Minute Pape.
c'est comme ça qu'elle est appelée. On ne peut pas lui enlever le bon jeu de mots avec Minute Papillon, et encore que peut-être que ça pourrait être contesté. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me choque, mais je vous propose qu'on regarde cette fameuse Minute Pape et on en discute juste après. On va essayer cette famille. Bonjour, je vous donne désormais rendez-vous chaque semaine pour une minute d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, je commencerai par Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique à la fin du XIXe siècle, qui aimait sortir sa montre à 11 heures et puis dire aujourd'hui, à cette heure-là, tous les enfants de 7e sont en train d'écrire le même mot de la même dictée. C'était une manière de souligner le caractère très centralisé du ministère de l'Instruction publique. Aujourd'hui, les choses ont quand même changé, bien sûr, mais il demeure cette centralisation que l'on veut assouplir. On veut donner des marges de manœuvre aux communautés éducatives avec le CNR Éducation, le Conseil national de la refondation, qui s'est mis en place avec des centaines de concertations qui sont déjà prévues dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Ces concertations regroupent des chefs d'établissement, des enseignants, des élèves, des parents d'élèves, des associatifs, des élus qui élaborent ensemble un projet pédagogique qui sera ensuite financé par un fonds d'innovation pédagogique. C'est toute cette démarche de transformation par le bas, par le terrain, que l'on veut encourager par le CNR Éducation. Voilà, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et puis d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire. Au revoir. Alors une réaction justement à cette Minute Pape, Paul Devin. Bien, si vous voulez, ce qui est absolument incroyable, c'est l'écart qu'il y a entre le fait de pouvoir imaginer que quelque chose peut se reconstruire entre le ministère de l'Éducation nationale et les enseignants à travers une minute publicitaire. La crise est aujourd'hui quand même, tout le monde le sait, extrêmement importante. Nous sommes dans une situation de dégradation du système scolaire qui inquiète les enseignants, mais qui inquiète aussi l'ensemble de la société. Est-ce que, sérieusement, on peut penser qu'on va régler ça, qu'on va reconstruire de la confiance, juste en faisant une petite minute de publicité? Alors justement, les mots ne sont pas innocents, hein, ils sont choisis. Hein. Une minute de publicité, c'est comme un slogan pour vous ? Ben c'est ça, si vous voulez. On n'explique pas. Là, cette minute, la première, donc, qui a été diffusée, elle était consacrée à l'idée de vouloir défendre les réformes que Macron veut faire au sujet, enfin, sur ce qu'il appelle l'école du futur, c'est-à-dire de fonder ces réformes sur une véritable concertation avec les enseignants. Donc, il y a un enjeu qui pourrait être considéré comme un enjeu fondamental. Aujourd'hui, je pense que le ministre le sait bien, les enseignants doutent fortement de l'intention réelle de concertation du ministère. Est-ce que la meilleure stratégie dans une situation comme celle-là, c'est de choisir une minute sur un format hyper court et qui en plus, Claude Lelièvre en parlera tout à l'heure certainement, mais qui en plus démarre par une bourde historique, comme il l'a dit. Alors exactement, on va en parler de cette fameuse bourde historique, Claude Lelièvre, parce que Pape Ndiaye s'est appuyé sur une citation de Jules Ferry pour parler de la dictée. Or, Jules Ferry, on le sait, n'a jamais dit cela, il n'a jamais vanté non plus la centralisation comme il le dit. Est-ce qu'on peut faire une telle erreur quand on est ministre de l'Éducation, déjà, et en plus pour la première vidéo de cette campagne de communication? Bien, je trouve ça vraiment très étonnant parce que même si il pouvait penser plus ou moins qu'il y avait des expressions de ce type-là sur la centralisation qui flottaient dans les mémoires, parce que souvent l'histoire de l'éducation est assez mythologique, même s'il pouvait le penser, et il avait bien tort d'ailleurs, je trouve que croire un seul instant que Jules Ferry avait pu sortir sa montre régulièrement à 11 heures pour dire à 7 heures tous les enfants de 7e sont en train d'écrire le même mot de la même dictée, c'est extraordinaire. Personne ne peut penser raisonnablement que même si de quart d'heure en quart d'heure il pourrait y avoir des progressions extrêmement fortes, le même mot de la même dictée à un moment donné, c'est incroyable. Donc là, je m'interroge, c'est-à-dire que ça, au fond, c'est vouloir faire un effet maximal, loupé d'ailleurs, parce qu'il n'est absolument pas crédible. Même les mots même ne sont pas crédibles.
Voire même contradictoire, parce qu'effectivement, vous le dites si bien, ce serait sous un régime autoritaire qu'on pourrait savoir ce qui se passe au quart d'heure près, à la minute près, dans tous les établissements scolaires de France. Alors, c'est vrai que ça a eu lieu, du moins, il y a eu une politique scolaire pour les classes élémentaires des lycées et collèges ou pour les lycées, où, sous l'Empire autoritaire, un ministre, Hippolyte Fortoul, avait programmé, par exemple pour la classe de 8e, des progressions au quart d'heure près. Par exemple, pour la classe de 8e, c'était 15 minutes pour la prière et la récitation des leçons, 15 minutes pour l'explication des leçons du lendemain, 15 minutes de lecture, 15 minutes d'exercice de grammaire, suivent 30 minutes pour la correction des devoirs, 20 minutes pour la correction des questions, etc. Donc, il y a bien eu, au moment de l'Empire autoritaire, par le dénommé Fortoul, la volonté de scander de façon extrêmement précise, pour nature de faire obéir tout le monde, les progressions. Mais c'est pour ça qu'on a dit que Fortoul pouvait dire à tout moment, et c'était vanté, on dit, de pouvoir dire à chaque moment ce que faisaient les écoliers de France. Mais on est même là encore loin de la formule prêtée à Jules Ferry, à savoir en train d'écrire le même mot de la même dictée. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on peut dire c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde d'une certaine manière, puisque c'est croire que vraiment on peut faire croire n'importe quoi aux enseignants, aux parents d'élèves. C'est complètement en dehors de tout bon sens. Alors ça, je pense qu'on a là quelque chose quand même qui ne me paraît pas un détail, c'est qu'il s'agit non pas d'être raisonnable et rationnel, mais de frapper les esprits par tous les moyens, même éventuellement non crédibles. Une opération de communication, effectivement, c'est frapper les esprits, c'est ce qu'a voulu faire le ministre Pap Ndiaye. Mais déjà, en l'appelant la Minute Pape, moi, ça m'a choqué. Comment on appelle un ministre par son prénom, déjà? Oui, je vous avoue que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que la confiance qu'il s'agirait de reconstruire entre les enseignants et l'institution va passer par cette espèce de familiarité avec le ministre. Je ne suis pas sûr que les enseignants attendent cela. Non, ce qu'ils attendent, c'est d'une part qu'on entende ce qu'ils disent depuis longtemps. Ça fait longtemps que des alertes sont posées sur bon nombre de sujets. Ça fait longtemps qu'on s'inquiète de la dégradation du service public d'éducation. Or, aujourd'hui, alors que le gouvernement propose une grande concertation, il se trouve que personne n'y croit à cette concertation. Mais pourquoi personne n'y croit ? Monsieur Macron annonce aux enseignants que va s'ouvrir une nouvelle ère de liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont connu, les enseignants, pendant le mandat des 5 ans d'exercice de M. Blanquer? Ils ont connu quelque chose qui était tellement à l'opposé de la liberté. C'était au contraire de la contrainte, de l'injonction méthodologique en permanence. En fait, une attitude extrêmement autoritariste. Comment pourrait-il croire aujourd'hui, du jour au lendemain, seulement parce que le ministre fait 1 minute de flash publicitaire, comment pourrait-il croire que les choses vont changer ? Pour être convaincus que les choses vont changer, les enseignants ont besoin que des actes clairs soient posés, et notamment, par exemple, que ceux qui les représentent, les organisations syndicales, soient réellement mises dans une situation où la concertation a une ambition de concertation. Pas comme ce qui se passe aujourd'hui, où on décide d'abord et où ensuite on invite les syndicats pour faire semblant de discuter avec eux, ce qui est par exemple le cas aujourd'hui pour la réforme des lycées professionnels. Oui, bien sûr. Mais vous avez l'impression donc de ne pas être entendu du tout. C'est-à-dire qu'on a reçu de nombreuses fois, effectivement, notamment Pascal Vivier, mais vraiment d'autres personnes pour justement parler de cette réforme de l'éducation, de l'enseignement professionnel. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout entendu ni par le ministère, ni par le gouvernement de manière générale. Et qu'en fait, ils imposent et continuent d'imposer. Pour autant, dans cette vidéo, je rappelle que Pap Ndiaye parle justement de centralisation que l'on veut assouplir. Oui, mais ça, c'est une tarte à la crème que celle de l'autonomie des établissements, etc. C'est-à-dire qu'on a vu, pour prendre le dernier exemple du ministère Blanquer, on a vu qu'était tenu à la fois un discours qui incitait les établissements à prendre des initiatives pédagogiques, à développer des projets, et en même temps, une institution qui ne cesse
de contrecarrer ces projets pour imposer sa propre vision des choses. Donc à un moment donné, il faut choisir. D'abord, il ne s'agit pas de perdre la dimension nationale de l'éducation parce qu'elle est absolument indispensable. C'est une des conditions de l'égalité. Donc ça, il ne s'agit pas d'y renoncer. Mais après, oui, il faut faire confiance aux équipes, au travail des équipes, au projet que les équipes sont capables de construire. Mais l'expérience que nous venons d'avoir avec le quinquennat précédent est justement l'expérience de l'inverse, l'expérience d'un doute systématique du ministère et de l'institution, d'une remise en question systématique de ce que les enseignants souhaitent faire, y compris quand c'est construit dans des projets collectifs, et d'une volonté d'imposition permanente de méthodes, de stratégies, qui parfois finissent à laisser penser les enseignants que ce qu'on leur demandera à l'avenir, ça sera seulement de dérouler une fiche prescriptive dans laquelle ils auront une succession de tâches à assumer. Et je veux dire, tous les gens qui réfléchissent sur l'éducation, sur l'enseignement, sur les apprentissages par les élèves, savent bien qu'évidemment, c'est impossible de faire progresser les élèves, c'est impossible de penser une école du progrès et de l'égalité avec des fiches techniques et des recettes à appliquer. Surtout si on n'écoute pas ceux qui font effectivement l'éducation en France. Claude Lelièvre, on sait que l'histoire souvent se répète. Est-ce que c'est une histoire qui se répète aussi, le fait que les enseignants aient été si peu, ou en tout cas le sentiment que beaucoup ont ici, syndicats comme enseignants, ont été si peu écoutés dans l'histoire ? Alors, c'est un sentiment qui est souvent partagé, à mon sens, plus ou moins fondé, selon les périodes, mais dans toutes les périodes, la base, comme on dit, en tout cas les praticiens, ceux qui sont au contact des élèves, ont généralement le sentiment d'être peu écoutés par le ministre, le ministère et éventuellement leur hiérarchie. C'est en fait plus ou moins vrai selon les périodes. Même ceux qui ont voulu se démarquer de façon claire pour inciter les enseignants à inventer leur propre démarche collectivement, à être à l'initiative de réformes. Jules Ferry, par exemple, invitait les enseignants à devenir, non pas les maîtres, mais en tout cas des initiateurs des réformes à entreprendre. Jean Zay, qui a été une grande figure, a demandé aux enseignants ce qu'il fallait faire, par exemple, de la classe de fin d'études qu'il venait de créer lorsque l'âge de fin d'instruction obligatoire est passé de 13 à 14 ans. Donc, il y a eu des ministres qui ont proclamé une grande volonté que les praticiens prennent l'initiative et qu'on en tienne compte. Mais il y a des hauts et des bas. Et c'est vrai que d'une certaine manière, il y a toujours le sentiment, plus ou moins. Mais on a eu une aggravation quand même assez inédite, en particulier sur le terrain pédagogique, sous Blanquer, qui a fait des guides orange, qui sont quand même... qui défie le bon sens. Il y a un guide orange sur la façon de faire des progressions en ce qui concerne l'apprentissage graphique qui est faramineux. On se demande en quoi le pouvoir politique peut édicter de telles choses, alors même, comme il vient d'être appelé par Boldemin, il y a des différences, disons, d'individu à individu, d'enfant à enfant, et un des premiers problèmes, c'est d'en tenir compte pour progresser, évidemment, relativement dans la même direction. Donc, oui, la dernière période a été très autoritaire, en particulier dans le domaine pédagogique, et ça a beaucoup heurté les enseignants, car les enseignants sont des cadres supérieurs, ce ne sont pas des OS, donc ce ne sont pas des exécutants. Bien sûr, ce ne sont pas non plus des professions libérales, car la République existe et il y a aller vers un bien commun défini collectivement, mais quand même, avoir ces injonctions, alors on peut penser qu'ils le mettaient plus ou moins à distance, encore que, mais c'était en tout cas... un non-respect, au fond, un non-respect de la responsabilité des enseignants.
Alors, il y a beaucoup de dossiers sur le feu, vous le dites, une grave crise effectivement au sein de l'éducation nationale, à la fois pour les parents, pour les enfants, mais bien entendu pour tout le personnel éducatif de manière générale. Quelques dossiers brûlants, si je puis dire. Tout d'abord, la pénurie de profs. Parlons-en. Il manque encore aujourd'hui des enseignants dans les salles de classe et puis encore, la profession attire de moins en moins. Est-ce que vous pensez, Paul Devin, que Pape Ndiaye va pouvoir inverser cette tendance? Alors, il y a eu l'engagement des 4000 contractuels cette rentrée, formés en 4 jours, mais excusez-moi, j'en ris, parce que j'en ai tellement parlé ici et on se dit tous que, encore fallait-il pouvoir avoir quelqu'un en face de ces élèves-là, certes, mais est-ce que cette pénurie de profs qui va s'aggraver avec le temps va être contrée, in fine, par le ministre? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on peut considérer que des mesures d'urgence peuvent aider à régler dans l'immédiat ou à améliorer dans l'immédiat de la situation, ce n'est pas le recrutement de contractuels ici ou telle mesure là qui est de nature à pouvoir inverser les choses. Et si on n'engage pas quelque chose très rapidement, nous allons nous trouver dans une situation où, au fur et à mesure du temps, ça sera de plus en plus compliqué d'inverser les choses. Car aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui a des origines multiples. Il y en a une, nous la connaissons bien, et le ministre la connaît bien, puisque lui-même affirme partager cette analyse-là. C'est que les enseignants ne sont pas assez rémunérés. Bien sûr. Et que donc ce métier n'est plus attractif suffisamment, et on le comprend. On comprend qu'aujourd'hui, un jeune enseignant qui arrive en région parisienne, parce que le concours a fait qu'il a dû quitter sa province et arriver en région parisienne, et qui doit vivre avec 1 500 € en région parisienne, quand on connaît le prix des loyers, on voit bien quand même que forcément, il y a de quoi hésiter à aller vers ce métier. Il a promis 2 000 € de salaire pour les jeunes entrants. Oui, alors, on va voir. Moi, je ne présume pas de la manière avec laquelle les choses vont se mettre en œuvre de façon très concrète. On va voir. Mais quand même, on craint que, vu les engagements budgétaires qui ont été pris par le Parlement, on craint quand même qu'il n'y ait pas tout à fait quelque chose qui soit à la hauteur des annonces qui sont faites aujourd'hui. On va voir, et les organisations syndicales ne manqueront pas de rappeler au ministre ces engagements en la matière. Mais il n'y a pas qu'une question de salaire. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, le métier enseignant traverse une crise profonde. Cette crise profonde, elle est tout d'abord une crise de sens. C'est-à-dire que quand on est enseignant, on a généralement fait le choix de ce métier parce qu'on souhaite contribuer à une transformation de la société. On souhaite améliorer la société par l'éducation, faire que les générations futures soient des générations qui soient capables de pouvoir vivre leur citoyenneté pleinement, totalement, de manière raisonnée, soutenue par une culture commune. Voilà. Ça, c'est l'idée pour laquelle on devient enseignant. Si face à ça, on a une succession de ministres qui chacun y vont de sa réforme, sans qu'il y ait aucune logique cohérente possible pour l'enseignant, si on a une volonté de prendre en main, si je peux dire, le métier enseignant en lui dictant ce qu'il doit faire, alors que lui-même sait que ce qu'on lui demande de faire ne satisfait pas les besoins de ses élèves, eh bien, au problème financier s'en ajoute un autre. Et il s'ajoute dans un contexte où il faut reconnaître que être enseignant aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Bien sûr. Pourquoi c'est de plus en plus difficile? Pas que les enfants d'aujourd'hui seraient devenus des voyous, alors que ceux d'autrefois étaient parfaits. C'est évidemment pas ça. C'est que nous sommes dans une société qui traverse une crise économique et sociale qui fait que c'est de plus en plus compliqué de réussir à l'école. Tout ça, ça demanderait un choix politique de fond, qui est de décider de réinvestir dans le service public, mais pas juste avec une mesure à droite, une mesure à gauche. Non. Ce qu'il faut véritablement, c'est un plan d'investissement pluriannuel qui donne à l'éducation nationale les moyens de pouvoir répondre à la crise à laquelle elle est confrontée aujourd'hui. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, les annonces faites sont loin d'avoir convaincu les enseignants d'un infléchissement de la politique jusque-là menée. Autre problème aussi qui touche l'éducation, qui est le problème des atteintes à la laïcité, qui sont au nombre de 313 signalements en septembre, seulement pour le mois de septembre, dans les établissements. On a reçu des invités ici qui nous disaient effectivement que c'était une ampleur sans nom, que c'était très difficile de pouvoir gérer la situation dans les établissements. Aujourd'hui, forte mobilisation avec une journée qu'on a appelée en faveur de la liberté vestimentaire. C'est un appel qui a été fait dans certains établissements, un appel à se présenter en abaya et en robe longue pour certains étudiants qui l'ont suivi. Est-ce que, j'aimerais avoir votre réaction, Claude Lelièvre, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous, en tant que professeur, je disais, honoraire d'histoire de l'éducation, spécialisé dans les politiques scolaires. Comment faire pour revenir, tout simplement, à la loi ?
La loi, c'est quelque chose d'important, puisque, bien entendu, on peut s'appuyer sur elle pour savoir là où il y a la ligne rouge. Mais moi, je suis un peu méfiant sur, disons, le satisfecit du rappel à la loi. Les fondateurs de l'école républicaine et laïque considéraient que fondamentalement, il s'agissait non pas de décliner les devoirs ou les interdits qu'il y a à l'école, mais de faire aimer la République ou de faire aimer la nation. Alors, moi, je préférerais aller dans le sens, me semble-t-il, de Paul Devin, qui est de dire justement qu'il faut qu'il y ait du sens à cette école. Qu'est-ce que cette école a comme avenir et surtout quel avenir elle veut nous préparer? À quel avenir elle veut préparer les élèves? À quel avenir les enseignants peuvent croire? Que doit-on et peut-on aimer? Parce qu'autrement, on va s'enfermer dans des questions d'interdits. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Les interdits, le juridique, c'est quand au fond il n'y a plus consensus ou impossibilité de consensus, en tout cas de majorité forte pour aller ensemble vers certains horizons qui semblent désirables. Voilà. Donc moi je crois que la façon de poser les questions est importante. Est-ce qu'on est de l'ordre du défensif? Oui. Ou est-ce qu'on est l'ordre de l'attractif? On parle d'attractif. Si on commence à dire qu'il n'y a que des devoirs et des interdits, c'est pas très attractif. Alors restons sur ces deux questions effectivement essentielles, j'allais dire presque existentielles, mais c'est sur ça qu'on va rester. Merci à vous deux d'avoir participé justement au Grand JT de l'éducation pour parler de cette Minute Pape qui était évidemment un prétexte à parler de communication et surtout de la situation de l'éducation en France. Paul Devin, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un syndicaliste FSU et aussi président de l'Institut de recherche de la FSU. Et vous tenez un blog sur le site de Mediapart. Merci d'avoir été là. Et merci. Claude Lelièvre, vous êtes professeur honoraire d'histoire de l'éducation et spécialisé dans les politiques scolaires. Merci aussi d'avoir été avec nous. Je tiens aussi un blog sur Mediapart. Ah ben voilà, 2 blogs sur Mediapart, tous les deux, confrères de Mediapart. Merci encore de votre présence ici. On marque une courte pause et on revient. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT de l'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT de l'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Dr Fanny Jacques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes psychiatre et directrice santé mentale de CARE. Vous venez de sortir une étude édifiante qui montre que les jeunes générations sont directement impactées par les changements climatiques. 57% des jeunes interrogés ressentent de l'éco
d'éco-anxiété. C'est pas un terme tout à fait nouveau, mais on en parle beaucoup plus maintenant. On entend rarement parler d'éco-anxiété chez les adultes. Est-ce que c'est un phénomène qui concerne particulièrement les jeunes ? Oui, tout à fait, ainsi que toutes les formes d'éco-émotion. Il faut savoir que l'éco-anxiété, ça fait finalement partie d'une des émotions, des éco-émotions. Et les éco-émotions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les émotions qui sont provoquées par les désordres environnementaux. Donc ça peut être négatif comme de l'anxiété, ça peut être aussi positif comme une envie de combativité ou de se motiver. Et c'est vrai que ces éco-émotions touchent particulièrement la jeune génération. Par l'écologie, parce que quoi ? Parce que c'est un phénomène en fait, dont on a l'impression qu'on ne peut pratiquement rien faire, ou en tout cas on se dit qu'on peut faire un tout petit peu évoluer les choses en changement de comportement, mais est-ce que c'est aussi ça qui fait que l'anxiété est maximale ? C'est pas comme une guerre où on connaît son ennemi. Oui, tout à fait. On va dire l'ennemi est invisible. Je pense qu'en plus, les jeunes, finalement, ont le sentiment, réel ou pas, mais de porter le poids de la responsabilité des générations antérieures. Donc, il y a aussi une sorte de phénomène d'injustice, de colère. Et finalement, comme vous dites, ils ont le sentiment de subir. Et même si ils mènent des actions individuelles ou collectives, le sentiment qu'il est déjà trop tard. C'est ça qui, je pense, va susciter beaucoup d'anxiété. C'est une anxiété anticipatoire, en fait. Oui, c'est ça, parce que 71% des 15-17 ans ont peur face à l'avenir. 71%, c'est-à-dire que c'est effarant comme chiffre. Quand on sait qu'à cet âge-là, bien évidemment, on devrait avoir la vie devant soi et penser aux études et à ce qui nous attend, même si on n'est pas totalement naïf. Mais enfin... Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai que les jeunes sont... ils ont l'âge pour être dans le moment présent, l'ici et le maintenant, et pour profiter de leur jeunesse. Là, c'est vrai qu'entre la guerre, les dérèglements climatiques, le Covid, etc., ils ont été beaucoup en souffrance. Ils sont devenus adultes et responsables et responsabilisés très vite, trop vite. On a vu beaucoup de pathologies psychiatriques, de troubles psychiques émerger chez les jeunes, dont les troubles anxieux liés à l'environnement. C'est vraiment lourd à porter pour leurs frêles épaules. En pleine COP27, qui se joue actuellement, est-ce que vous pensez que le gouvernement prend en considération justement cette éco-anxiété chez les jeunes ? Pas suffisamment, c'est certain. Même si sur le plan de l'éducation, maintenant, il y a une loi il y a quelques années, parce que je pense que ça se fait justement dès le plus jeune âge, pour promouvoir et encourager les établissements scolaires justement qui sont éco-responsables. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce qu'il faut faire de la prévention. Une fois qu'on est éco-anxieux, une fois qu'on n'est vraiment pas bien, qu'on est déprimé, on est déjà dans du curatif et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser et c'est pas encore assez le cas, je pense. Alors, je disais, vous êtes docteur, vous êtes psychiatre. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes pour apprendre à gérer ces fameuses émotions ? Parce que, comme vous le dites très clairement, l'ennemi est invisible. C'est-à-dire que les petites actions qu'on peut mener chacun, en se disant, OK, on va baisser notre chauffage, j'ai moins prendre l'avion, etc., ça peut peut-être jouer. Certaines études montrent que ça peut jouer, oui, mais bien en fait, on sûr. n'est pas certain. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, psychologiquement, je pense que ça peut jouer. Il faut se sentir acteur, comme le petit colibri. Chacun fait un pas, chacun... C'est pour pallier ces émotions ou ça peut vraiment jouer ? Est-ce que ça peut vraiment jouer ? Je ne sais pas. Ça, pour le coup, je ne suis pas experte en la matière. Sur le plan psychologique, je pense que ça peut jouer, en tout cas, oui, si on s'y met tous ensemble. Sur un plan psychologique, oui, ça joue. Le fait de se mettre dans une responsabilité individuelle ou collective, de mener des actions, ça, c'est une vraie bonne façon de lutter contre l'éco-anxiété parce qu'on est dans du concret, ça donne le sentiment d'agir. Une autre façon de lutter contre l'éco-anxiété, on le disait tout à l'heure, c'est de pas être dans l'anticipation, mais d'essayer de s'ancrer dans l'ici et le maintenant par le sport, par des activités qui nous raccrochent à la terre, mais de pas être toujours en train d'anticiper le pire. Mais c'est un petit peu antinomique parce qu'en fait, on nous demande en permanence d'anticiper justement le pire avec une destruction de la planète, avec une vie impossible d'ici quelques années sur cette terre, avec des enfants, des jeunes qui maintenant ne veulent plus avoir d'enfants. Donc comment faire pour à la fois vivre le ici et maintenant et en même temps anticiper le pire pour pouvoir justement vivre le ici et maintenant? Alors, c'est pas antinomique. L'idée est de ne pas se mettre dans des scénarios catastrophes, mais d'être plutôt dans, on appelle ça une réalité objective et positive. C'est pas effectivement.
la situation n'est pas bonne et vous avez raison, c'est-à-dire que c'est normal d'être un peu éco-anxieux. Ça serait vraiment bizarre que de ne pas l'être puisque la situation est préoccupante. Maintenant, elle est préoccupante, c'est pas pour ça que dans 50 années la planète va disparaître. Donc il faut essayer d'éviter la flèche descendante, le scénario catastrophe et de se dire plutôt, bon ben voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de ma journée pour aider sur un plan individuel et collectif. C'est ça que je veux dire. Quand on voit les rapports du GIEC, par exemple, on ne peut que être ultra angoissé, si ce n'est se dire, bon, ça suffit, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. Quand on voit les rapports, en effet, la situation, elle est assez dramatique. C'est pour ça que je dis que d'être éco-anxieux, il faut faire attention parce que c'est pas une pathologie en soi. Ce qui serait pathologique, c'est d'absolument n'avoir rien à faire et de pas se préoccuper. Donc d'avoir de l'anxiété sur les problématiques environnementales, ça c'est normal et c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, si l'anxiété nous empêche de dormir, nous empêche d'avoir un enfant, nous préoccupe au quotidien, nous isole, nous fait nous arrêter de travailler, etc., là, c'est qu'elle est préoccupante et qu'il faut en faire quelque chose de plus positif, on va dire. On amène de plus en plus les soft skills à l'école, donc d'avoir davantage d'empathie. Est-ce que c'est une façon aussi d'avoir de l'empathie pour cette anxiété due au changement climatique ? Oui, vous avez raison, tout à fait. Et ça, encore une fois, tous ces soft skills, ils s'apprennent dès l'école. Il faut sensibiliser les enfants à la fois à la bienveillance, à autrui, la bienveillance aux autres, mais aussi la bienveillance à la planète, à la nature, à son environnement. Ça passe par les matières éducatives, ça passe par des sorties. Ça passe aussi, je pense, par une sensibilisation. Là, je parle un peu d'autre chose, mais ça me paraît important pour les enfants de les sensibiliser aux médias, aux fake news, de faire très attention à l'actualité. Je pense que ça, c'est vraiment aussi une culture qu'on doit leur inculquer dès le plus jeune âge, d'essayer de bien comprendre et de décortiquer les informations qui sont là 24/24, 7 jours sur 7. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, pour vous, avoir accès aux réseaux sociaux, accès donc à Internet, à l'actualité en continu, ça peut être positif, mais aussi source d'anxiété, justement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le pharmacon. C'est à la fois le remède et le poison. Et donc, tout dépend de l'utilisation qu'on va en avoir. Et donc, dès le plus jeune âge, il faut apprendre la bonne utilisation pour que ce soit un remède et pas un poison, oui. Dernière question, quelques remèdes clés pour pouvoir justement être éco-positif, anxieux, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut, et sans être dans le scénario catastrophe, mais plutôt être dans une forme de pragmatisme. Donc, comme je vous le disais, mener des actions individuelles ou collectives, le verbaliser aussi, communiquer. La chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas tout seul à avoir de l'éco-anxiété, et essayer aussi de transformer des émotions qui pourraient être négatives, comme la colère. La colère, c'est quand même plutôt négative, et c'est plutôt négatif, et ça nous oblige à rester comme ça, serrés contre nous, alors que la colère, on peut la transformer en un truc positif qui va nous motiver, qui va justement nous ouvrir aux autres et nous faire produire. Voilà. Peut-être justement, on en parlait, limiter, si déjà on est pas mal éco-anxieux, limiter les médias, regarder des médias de bonne qualité et peut-être comme School TV. Évidemment, comme School TV, plutôt 30 minutes par jour que toute la journée en boucle. Et puis, si vraiment c'est pathologique, ne pas hésiter à en parler à un médecin, puisque c'est quand même quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui, dont j'entends beaucoup parler, moi. Oui, donc en fait, on peut aussi faire appel, par exemple, à vous, à d'autres médecins, psychiatres ou psychologues, pour pouvoir justement délivrer cette anxiété qui n'est pas du tout une folie, en fait, tout simplement, qui est une réelle Ça n'est pas une folie, ça peut devenir pathologique si vraiment ça nous enferme. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous. Merci Fanny Jacques, je rappelle que vous êtes psychiatre et directrice santé mentale chez CARE. Merci. Maintenant, on va enchaîner. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, son invité est Nicolas Waldorf. Est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver plus jeune? Fleuriste. Je voulais être fleuriste parce que ma grand-mère, elle me parlait toujours des fleurs. On fleurissait toujours la maison et c'était quelque chose... on fleurissait, on décorait et c'est vrai que j'idolâtrais ma grand-mère, donc c'est vrai que c'était un truc qui m'attirait. Et après, j'ai voulu être avocat parce que mes parents ont divorcé. Le divorce a été très... Ils se sont déchirés pendant des années et quand je voyais les avocats essayer de se battre pour nous, pour l'équilibre, pour la famille, je me disais, je veux faire ça, je veux sauver des vies comme ça et tout. Et en fait, ma voie a été tracée et c'est vrai que je suis devenu coiffeur parce que je suis tombé amoureux de mon coiffeur. J'allais te dire comment est venu. Mais en fait, je suis arrivé dans un salon de coiffure. Mes parents me forcent à y aller parce que je m'étais séparé de ma. Parce que t'étais mal coiffé. J'étais mal coiffé. Je m'étais séparé de. De Carole.
Non, de Marie-Astrid, c'était au lycée. Donc j'étais resté de la seconde à la première. Mais attends, il y avait plein de meufs. Ah bah attends, oh. T'étais un ton père. Mais j'étais un grand romantique, moi. Et en gros, j'ai été séparé de Marie-Astrid. Elle était pas, parce que ses parents avaient été mutés à Tahiti. Elle me dit, je peux pas rester avec toi. Je pars à Tahiti. J'étais en apnée, j'en pouvais plus. Je faisais que pleurer. C'était l'horreur. Et à un moment, je me laisse aller. Mes parents me disent, va chez le coiffeur, il y en a marre. Il y a un nouveau coiffeur qui a ouvert. Il est ultra stylé. Tu vas voir. Et c'était le début des chaînes avec les mecs qui faisaient gicler des cheveux, qui étaient tatoués, qui étaient ultra sexy. Tony Nguy un peu, non? C'était un peu comme ça, tu vois. Ouais. Et là, je rentre dans un salon, et là, il y a un mec qui rentre, tout le monde fait « c'est Kevin, c'est Kevin, c'est Kevin ». Et là, je vois les meufs se retourner, tout le monde se retourne. Et là, je fais « mais c'est ça le pouvoir, c'est pas d'être avocat ». Le mec, il arrive, il y a toutes les meufs à ses pieds, et en fait, je voyais le truc, il coiffait les nanas se relevaient, elles se sentaient mieux, et après, il avait l'argent, il touchait l'argent tout de suite. Moi, j'avais jamais vu quelqu'un toucher de l'argent comme ça. Je comprenais pas ça, tu vois. Et en gros, je me disais « mais c'est génial, il a de l'argent, et machin, mais il faut que je fasse ça, ça va vite ». Et en gros, j'ai dit « je veux avoir de l'argent vite, c'est pour ça que t'as fait quoi faire ? Je comprenais pas, j'avais un rapport à l'argent qui était... Mes parents, j'avais l'argent de poche, j'avais une petite carte, mais je comprenais pas comment on gagnait de l'argent. Et en fait, là, pour la première fois, je voyais de l'argent de main à la main. Donc je comprenais qu'en fait, c'était comme ça qu'on gagnait de l'argent. Les avocats, je voyais pas comment ils gagnaient de l'argent. Et donc, en gros, je lui dis, coiffe-moi. En fait, on me dit, tu veux passer avec qui? Je dis, je veux passer avec ce mec, il roulait des mécaniques et tout. J'avais envie d'être lui au moins une fois dans ma vie. Il était là, tout le monde le regardait, il était beau, il avait des tatouages. Enfin, et je Kevin, quoi. La vocation, c'est Kevin. Bah ouais, je veux être lui. Et en gros, donc, je suis allé me faire coiffer, puis après, j'allais me faire coiffer très souvent. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, je veux que tu m'apprennes. Et donc, on parlait un peu. Et ensuite, pendant le stage, j'ai forcé mes parents. J'ai dit, je veux faire un stage de coiffeur, je veux faire un stage de coiffeur. Mes parents me disent, non, mais ça sert à rien. J'ai dit, non, ça va mettre du plomb dans la tête. Il faut que je fasse un truc manuel, comme ça, je vais comprendre que la vie, c'est dur. Enfin, ouais, à ce moment-là, tu leur introduis ça, mais pas en disant que tu veux en faire ton métier. Non. Ouais, je leur fais croire, je leur dis, écoutez. Et puis alors, moi, vu qu'à chaque fois, quand j'avais une idée, je l'avais pas au cul. Mais toi, tu savais déjà que c'était ton métier? Non. Je me disais, je veux voir. Et donc, je le fais. Et en observant, c'était génial. Je m'apercevais les femmes étaient folles de nous. On touchait de l'argent. C'était tout le temps des blagues. On allait boire des coups après. Enfin, c'était génial. Je me disais, mais c'est la belle vie. Et puis, c'était le début des coiffeurs stars. Donc, en fait, avant ça, les coiffeurs, c'était un peu des petits larbins, coiffeurs de ville, là, qui avaient des petits salons de merde. Là, ça devenait les coiffeurs ultra fashion, habillés en noir. Et donc, en gros, à un moment, il y a eu un truc, on s'est rapprochés. Et en fait, je suis parti de chez mes parents. Ensuite, j'ai fait mes clics et mes claques. Je suis parti avec lui. Il m'a pris dans son salon et j'ai commencé à apprendre comme ça. Et quand il m'a largué, parce qu'il m'a trompé, au bout de 2 ans. Ah, tu t'es mis avec Kevin? Ouais, j'ai tout plaqué. Mais non. J'ai dit à mes parents, je vais aller avec Kevin, je suis pédé et je vais être coiffeur. Mais à ce moment-là, toi, tu savais que t'étais homosexuel? Je savais juste que je l'aimais bien et que j'étais fier de lui. Donc lui, il a littéralement changé toute ta vie. Ah, mais oui. D'ailleurs, s'il me regarde... Vous êtes plus en contact? On a repris contact il n'y a pas longtemps. Il sait? Et parce que je lui avais dit, quand on s'est séparés, j'ai pris mes cartons et je lui ai dit, tu verras, je deviendrai célèbre, je deviendrai le meilleur coiffeur de France et tu regretteras toute ta vie de m'avoir quitté. Et en gros, il m'a dit, ouais, c'est ça. Et il y a 2 ans... Au bout de combien de temps? C'était au bout de 2 ans qu'on était ensemble, mais bon, on était jeunes. Et il m'a dit, je regrette, j'entends parler de toi partout. Et effectivement, on était trop jeunes. Et il m'avait demandé du travail dans ma société, ouais. Et tu lui en as donné? Je lui ai dit qu'il passerait un essai sans que ce soit sans favoritisme et que je suis très exigeant. Et il n'a pas osé. Ah oui, là, t'as fait ton petit pouvoir, quand même. Ben, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je suis très exigeant avec mes équipes et je sais très bien ce qu'ils faisaient à l'époque. Ah oui. Et aujourd'hui, il aurait fallu qu'ils se mettent vraiment au diapason, quoi. En 2014, ton premier salon, c'est avec lui? Non. Lui, c'était bien avant, c'était à mes 17-18 ans. Mon premier salon, c'était à mes 28. T'as mal fait tes calculs. Et tout ce temps-là, alors? Je t'ai rajeuni. Tout ce temps-là... Tu es si jeune, si beau. Tout ce temps-là, j'ai travaillé. Donc après, je me suis basé... j'ai postulé dans un salon dans le Marais qui était très à la mode. Je suis devenu responsable au bout de quelques années. Ensuite, j'ai fait plein d'expériences. J'étais dans le haut de gamme. Ensuite, j'ai postulé chez Provo parce que je voulais comprendre comment Provo, il avait monté 4000 salons. Il avait le monopole. Toi, tu visais la réussite, en fait. Pas la réussite. Je veux comprendre comment les gens font les choses. Et j'ai compris très vite comment ils faisaient. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, moi. Et machin. Et ensuite, j'ai dit, je lui ai dit, je vais aller à New York. Il avait racheté Jean-Louis David à New York. J'ai dit, je vais aller à New York. Je vais prendre mes ciseaux, je vais me barrer là-bas. Comme ça, au moins, je vais faire plein d'oseilles. Et puis, je serai bien, machin. Et en fait, il m'a dit, non, il y a une place, il y a peut-être une possibilité pour Shanghai.
Shanghai. T'es parti à Shanghai? Non, j'ai dit bah non, je veux pas aller à Shanghai. Moi, j'étais aux Galeries Lafayette, je voyais tous les Chinois qui se bousculaient en bus et tout. Je dis si je suis à Shanghai, ça va être pire. Donc j'ai dit non, je repars, machin. Et là j'ai un ami qui me dit je vends un salon, je pète un câble, je veux me barrer, nanana. J'ai dit où ton salon? Il me dit dans le 11e, machin. Ok, je vais voir ton salon. Je regarde le salon, je fais ah mais ça peut être pas mal si je redécore. Et c'est celui que t'as conservé? Non, mon tout premier. Toi, c'est la boutique de déco. Ouais, dans le 11e. Ouais, en face. Et après, j'ai racheté un deuxième salon. J'ai agrandi 3 ans après parce que je voulais monter une partie restauration parce que j'en avais marre d'aller chercher des tartelettes là pour les clientes, d'aller chercher des trucs. Moi, j'ai dit je vais faire des produits sains puisque c'est des produits que je ramène d'une ferme en Normandie d'amis à moi. Et ensuite, quand j'ai monté le gros salon là l'année dernière et j'ai construit une boutique de déco à la place dans mon premier salon. Mais en gros, c'est toujours des envies de confort. Hein. La boutique de déco, c'est parce que j'en avais marre d'aller chez Flux pour aller chercher des. J'en avais marre d'aller faire toutes les boutiques pour mes potes quand j'ai un anniversaire ou un truc. Le resto, c'est parce que j'en avais marre d'aller chercher des tartelettes. Mais là, tu deviens vraiment homme d'affaires. Oui, parce que maintenant, en fait, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était créer des concepts. Aujourd'hui, je suis créateur de concepts. Je ne savais pas que je suis un homme d'affaires qui brasse, machin, mais je crée des concepts. Beaucoup d'idées, en fait. Voilà, et j'aime construire des villages. Là, j'ai construit un petit village dans le 11e, c'est tout dans la même rue. Mais j'aime faire ça, puis je me suis associé dans le relooking et tout depuis l'émission. Mais c'est d'avoir plein de petites choses comme ça, où la cliente, elle peut avoir un parcours complètement dingue, et elle se pose, elle peut passer l'après-midi, elle peut manger, elle peut aller chercher un truc pour sa fille. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime vivre dans un monde, dans un environnement où je passe ma journée et je me dis, ah là, c'est cool, c'est bien. Et je me dis toujours comment on peut faire mieux, comment on peut faire pour que la cliente elle soit encore plus impressionnée. C'est ça qui... C'est un moment de bien-être, en fait, dans sa globalité. C'est comme, moi, j'aimais bien, quand j'étais avec ma grand-mère, quand j'étais petit, je lui tenais la main le samedi. Elle m'emmenait comme ça dans tout son petit magasin et tout. Et c'est ce que j'aimais. Et aujourd'hui, je vis un peu la même vie que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Enfin, moi, ça me rappelle ça, quoi. C'est les codes que j'avais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Nicolas Waldorf. À demain. Merci Malika, à demain. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que vous faites très attention à ce que disent vos ambassadeurs sur les réseaux sociaux, Mathias? Bien sûr. Alors, la première chose qu'on peut dire sur ce sujet, c'est quand même que c'est pas de la faute des jeunes Français, des jeunes Françaises, si le seul endroit où ils peuvent recevoir une éducation financière décente, c'est sur les réseaux sociaux. Je veux dire, à l'école, on a de l'éducation sexuelle, de l'éducation civique, de l'éducation sportive, on apprend à disséquer des grenouilles. On n'apprend pas à investir pour protéger sa retraite. On n'apprend pas à gérer un budget familial. On n'apprend pas ce que c'est que les intérêts composés. On n'apprend pas comment on gère un crédit. On n'apprend pas tout ça. Alors que c'est le deuxième sujet d'angoisse le plus important pour les Françaises et les Français après l'amour. Donc, je veux dire, il y a quand même un trou dans la raquette massif. J'ai eu l'occasion de naviguer dans les cabinets ministériels pour essayer de comprendre pourquoi ça n'était pas en place en France ni nulle part en Europe. Et vous avez trouvé une réponse? La seule réponse qu'on me donne, c'est une réponse d'ordre idéologique que le corps de l'éducation nationale en France refuse de promouvoir des idées capitalistes. Alors, on est en 2022, j'ose espérer que ce n'est pas vraiment le cas, ou en tout cas que c'est une appréhension qu'auraient les gens. Je suis convaincu, peut-être avec des pétitions, peut-être que si des centaines de milliers de jeunes indiquent qu'ils veulent de l'éducation financière à l'école, voilà, peut-être que les choses bougeront, mais c'est le point de départ. Les traditions sont très différentes d'enseignement. Oui, en fait, on découvre... Qu'est-ce que vous avez découvert? On découvre en fait que finalement, dans pas mal de pays européens, l'approche de l'apprentissage des langues est assez différente. Par exemple, en Espagne, moi je remarque que les collègues travaillent beaucoup à partir de manuels scolaires. Donc en fait, quand on travaille en projet avec eux, c'est assez compliqué de se sortir de leur manuel scolaire. Et en fait, ils ont du mal à intercaler des ateliers qui seraient vraiment liés à notre projet Erasmus, puisque ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on travaille toute l'année autour du projet et pas juste au moment des mobilités. Bien sûr. La mobilité, c'est la cerise. Enfin, oui, c'est le Alors après, là, si on parlait de Freinet encore, finalement, dans Freinet, il y a l'idée de se passer de manuels scolaires. Et en fait, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de pays qui travaillent vraiment sur les manuels, qui suivent les manuels scolaires, chose que moi, en France, je ne fais pas, et chose que ma collègue en Belgique ne fait pas du tout. Et en Belgique aussi, il y a moins de poids des examens. Donc en fait, ça leur donne une plus grande liberté, une plus grande créativité. Donc on sent des différences comme ça. Et moi, de mon point de vue, c'est vraiment intéressant de se décentrer et de rencontrer les collègues européens pour voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre la France et puis les autres pays.
À quel poste joues-tu? Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu, nous dire quels sont les différents postes dans le Quidditch et nous dire justement, à propos des contacts, est-ce que les garçons font plus attention justement quand ils ont à faire face à des filles ou tout le monde y va gaiement? Alors, moi, je joue en tant que poursuiveuse. Donc, on est souvent en contact très rapproché avec des gens qui ont une carrure bien plus importante que la nôtre. Mais le joueur adverse a obligation de doser sa force par rapport à la personne qui est en face de lui. Donc, il n'y a pas forcément à avoir peur de ceux qui sont en face. Après, il y a les batteurs qui, eux, ont une balle pour désarmer leurs adversaires. Il y a l'attrapeur, du coup, qui, lui, peut être malmené par le vif d'or à certains moments du match. Et le gardien, qui est un poursuiveur, mais en ayant des particularités dans son jeu. Clément Rendu, je rappelle, vous êtes trésorier du club de Quidditch, du Quidditch Club de Montcornet. Quand on est trésorier, on joue forcément dans les cages? On est forcément gardien? Moi, je suis gardien, mais alors au Quidditch, le gardien ne reste pas dans ses anneaux. Hein, c'est vraiment un élément important de l'attaque aussi. En fait, c'est juste en défense, il a des particularités qui lui donnent certains avantages, mais le gardien ne peut pas se contenter de garder ses anneaux comme dans d'autres sports. Si par contre, je peux revenir un petit peu en arrière sur la parité, parce que c'est vraiment une des particularités majeures de notre sport. La parité est une règle, c'est-à-dire qu'en compétition, si jamais dans une équipe, il n'y a pas ce qu'on appelle le roster, c'est-à-dire le nombre de joueurs n'applique pas la parité et elle peut être disqualifiée. De la même manière, on a un sport qui va plus loin que la parité, c'est un sport qui est aussi très inclusif pour toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Déjà, je veux dire que je suis complètement d'accord avec Mathias. Effectivement, c'est un sujet. Moi, j'estime qu'il y a deux sujets qu'on devrait apprendre à l'école jeune, c'est l'éducation financière et le droit du travail. J'estime que ce sont les deux sujets, en tant qu'adultes, dans lesquels on a le plus besoin dans notre vie professionnelle. Oui, qui vont nous servir le plus tout au long de vie. Effectivement. Alors, nous, on a eu une autre réponse, mais qui va un peu dans le même sens du corps enseignant, qui était que l'école est déjà dépassée, a déjà du mal à faire face à ces requis, et que donc, du coup, c'est très, très compliqué pour eux de rajouter des choses supplémentaires, à créer de zéro, etc. Effectivement, aux États-Unis, en tout cas dans le monde anglo-saxon, cette question de l'éducation financière, elle a quelques années d'avance sur la France et l'Europe. Il y a un certain nombre de comptes, dans celui que vous avez cité, qui existent déjà et qui ont un certain succès. Plan Cash, de notre côté, nous, on est parti du constat assez simple, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes qui investissaient, pour tout un tas de raisons qu'on a déjà un petit peu abordées tout à l'heure. On a choisi ce format. Alors nous, on a une plateforme de formation, on a une newsletter qui est suivie par plus de 11 000 personnes. On a effectivement des comptes de réseaux sociaux. Ce sont des formats qu'on a choisis parce qu'aujourd'hui, la demande, qui est effectivement grande et grandissante, elle se fait principalement sur le mobile. L'éducation, de manière générale, c'est quand même beaucoup déplacé sur le mobile et sur tous les réseaux qu'on peut y trouver. Donc nous, on a commencé à produire du contenu pour répondre à notre objectif qui était d'amener plus de femmes vers l'investissement, mais pas dans une optique de devenir ce qu'on peut appeler finfluenceur. Je ne pense pas que ce soit forcément un très bon objectif de devenir finfluenceur ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on voit du coup, dans cet univers, on voit un petit peu de tout. Il y a effectivement d'autres comptes, d'autres influenceurs, en tout cas de personnes qui créent du contenu et qui deviennent influenceurs parce qu'à partir du moment où ils ont une certaine influence sur des gens qui peuvent les pousser bien ou moins bien vers certains produits ou certains services. Et on voit effectivement qu'il y a un certain nombre de règles qui sont très claires, qui sont dictées par l'AMF, qui ne sont pas forcément respectées. Il y a une forme de Far West un petit peu sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok en premier lieu. Et ça peut mener à un certain nombre de débâcles de jeunes et de femmes qui peuvent être poussés à faire des investissements qui sont très risqués, qui ne sont pas forcément conformes à leur situation, etc. Donc il faut faire très attention. Et effectivement, la RPP, par exemple, est en train de travailler sur cette fameuse certification dont Mathias parlait. La RPP étant l'agence de régulation de la publicité, pardon. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir réguler un petit peu plus ce Far West des finfluenceurs pour arriver un peu à faire le tri et s'assurer que les conseils qui sont fournis respectent simplement en fait la loi. Un sport assez méconnu en France, le roundnet. Le roundnet est pourtant méconnu, mais ça vaut le détour. Alors promis, je me moque pas, mais quand même. Alors dans une autre émission de School TV,
Ils avaient parlé du Quidditch, qui se pratique réellement, vous savez, avec des balais et tout. Ouais. Et ben là aussi, je trouve ça très cocasse. Alors, c'est pas avec des balais, mais c'est avec un trampoline. Waouh. En gros, il y a 2 équipes, et chaque équipe est composée de 2 joueurs. Ils doivent se faire des passes avec une balle, mais après un maximum de 3 passes, ils doivent absolument faire rebondir la balle sur le trampoline avant de pouvoir se refaire des passes. Vous voyez le truc? Alors en réalité, je rigole, mais c'est super sérieux et c'est pas simple du tout. Surtout, il faut des réflexes, de la rapidité, de la précision, de l'anticipation. Bref, regardez. Montrez, ouais. Je vous ai Montrez-nous ça. trouvé une petite démo. Il a perdu le monsieur. Vous avez vu comme c'est physique? Waouh. On dirait que c'est simple, mais en fait pas du tout. Alors c'est très sérieux comme jeu. Il y a même eu le Je veux pas être désagréable, mais quand vous le racontiez, ça avait l'air plus facile. Ouais. Ouais. Non, mais parce que voilà, j'essaie de Oui, vous donner embellissez l'espoir. et tout. Allez-y, Mais faire oui, du road mais hyper oui, simple, mais oui, hyper mais oui. cool. Alors il y a même eu le premier championnat du monde de roundnet, je sais pas comment dire, en septembre dernier. Ça s'est déroulé en Belgique avec près de 400 joueurs venus de 33 pays différents, quoi. Et qui a gagné? Les Américains. Ah. Toutes catégories confondues, femmes, hommes et mixtes. Juste derrière, il y a l'Allemagne, puis le Canada, l'Autriche et la Suisse. Inès, on a dit que c'était un sport qui était véritablement ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes. C'est aussi un sport qui est ouvert à toutes les générations. Et si oui, est-ce qu'on peut commencer à quel âge? On peut commencer très jeune. Moi, j'ai commencé en 4e dans mon collège. Mais on peut commencer à partir de 12-13 ans sans faire des compétitions parce que les compétitions sont accessibles à partir de 16 ans dans la catégorie adulte. Mais on peut vraiment commencer arriver au collège. Clément, dans quelle mesure ce sport est adapté aux enfants? Comme tout sport, il favorise vraiment la persévérance, l'esprit d'équipe. Là-dessus, le Quidditch n'a peut-être pas de particularité par rapport aux autres sports. Vraiment, il est adapté. On va travailler l'esprit d'équipe, on va travailler la précision, le geste, la motricité. Simplement, pour l'instant, les équipes juniors sont assez peu nombreuses en France et elles vont donc. Je crois que les licenciés les plus jeunes ont peut-être 9 ans, pour rebondir sur ce que vous aviez dit, mais ils sont pas très très nombreux. Le gros des effectifs en France va osciller entre 11 et 14-15 ans. Ça va être vraiment là qu'on va trouver la majorité des juniors. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour nous retrouver, schooltv.com, canal 247 aussi sur les Freebox, n'hésitez pas. Si vous voulez nous écrire, eh bien vous le faites et on vous répond, promis. Toute l'équipe vous répondra, moi compris. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Ulysse Turet. Au maquillage, c'est Colline Hamel. Au son, c'est Alexis Oussabassidis. Et à la rédac, toujours Emma Guessel et Agathe Delannoy. Belle soirée, ciao.